Alors, cet après-midi, je vais présenter un programme de recherche sur les interventions précoces et brèves, ciblant ce profil d'impulsivité et l'impact sur le comportement chez les adolescents. Alors, comme vous savez, il y a plusieurs différentes stratégies d'intervention en santé publique. Et pour les interventions qui ciblent les troubles de consommation et d'abus de drogue et de l'alcool, la plupart des interventions sont offertes à un point où l'individu a plusieurs problèmes avec leur consommation. Mais il y a beaucoup de recherches épidémiologiques qui indiquent que la majorité de la population de consommateurs ne reçoivent pas les interventions aiguës pour leurs troubles de consommation. Et même parmi cette petite portion de la population, ceux qui reçoivent les services, ils ont vécu en moyenne 10 ans de souffrance associés avec leur consommation avant de recevoir des services. Et ces statistiques-là qui ont inspiré plusieurs en santé publique et en recherche clinique d'investiguer, de développer, investiguer les interventions qui pourraient être offertes à une plus grande portion de la population plus précocement pour réduire cette souffrance chez les gens qui consomment des substances excessivement. Alors, il y a une très grande littérature maintenant sur les interventions brèves, brief interventions, brief motivational interventions, l'entretien motivationnel qui indique que il y a une très grand impact sur la consommation de l'alcool, par exemple. C'est très efficace pour réduire la consommation problématique des drogues, pour promouvoir les habiletés harm reduction, par exemple. Il y a aussi l'approche plutôt universelle où on voit ça dans les écoles primaires et secondaires où les gens de santé publique ou bien les gens dans le milieu scolaire essayent de transmettre et promouvoir les habiletés générales pour promouvoir la résilience chez les jeunes, pour leur protéger contre la consommation, pour les encourager de retarder leur consommation. Et on sait maintenant, après plusieurs revues systématiques, Cochrane Reviews, etc., que l'impact de ces interventions sont très petits. Pour la plupart, les interventions qui sont offertes dans les écoles, dans les milieux scolaires ne sont pas évaluées, n'ont pas de evidence base. Et parmi ceux qui sont évalués, très peu sont évalués à un niveau rigoureuse et assez haut pour même avoir des conclusions. Parmi ceux qui ont été bien évalués, l'effet est très, très petit. Alors, il faut offrir, par exemple, une intervention à tout un niveau secondaire pour prévenir un cas de consommation excessive, par exemple. Et c'est ces résultats-là qui ont stimulé un intérêt dans les interventions sélectives. Et les interventions sélectives sont les interventions qui ciblent les jeunes, les gens de la population qui ont un facteur de risque pour un problème. Mais c'est vraiment préventif dans le sens que vous offrez une intervention avant que l'individu commence à avoir des problèmes. Et c'est cette sorte d'intervention que nous avons développée comme solution pour le problème d'abus de substances. Et la stratégie implique les interventions sur la personnalité. Et alors, c'est les dimensions de risque
qui implique le tempérament, la personnalité. Pour le moment, je vais mentionner 4 profils qui sont très associés avec le risque pour la consommation précoce et excessive chez les jeunes, mais aussi qui est impliqué dans la consommation des adultes et même les consommateurs problématiques. Par exemple, nous avons une étude dans plusieurs cliniques de méthadone à Montréal et en Nouvelle-Écosse, et on démontre que parmi les patients qui reçoivent la méthadone, si ils ont un de ces profils de personnalité ou ils sont hauts sur un de ces profils, on voit qu'ils sont plus à risque pour une consommation d'autres drogues, par exemple, ou un échec de leur traitement. Alors, ces profils sont impliqués dans la consommation à tous les niveaux, et particulièrement dans la phase initiale de la consommation et des troubles de consommation. Pourquoi cibler la personnalité dans les interventions pour la toxicomanie? Alors, premièrement, ces profils de personnalité sont impliqués dans la dépendance à l'alcool ou bien l'abus des drogues, mais on voit aussi qu'ils sont également impliqués dans le risque pour d'autres psychopathologies. Nous avons une revue qui a été publiée. Nous avons plusieurs revues depuis 2010 qui ont été publiées, qui fait une revue d'une très grande littérature qui va lier les profils de personnalité avec le risque pour la psychopathologie. Mais je vais vous montrer un exemple d'une étude qui a été faite avec une cohorte longitudinale de Nouvelle-Zélande, où ils ont fait une évaluation avec les enfants à 3 ans. Et ils ont classifié les enfants de cette cohorte sur 2 dimensions. Une dimension de externaliser ou bien les jeunes désinhibés. Et ils ont identifié les jeunes qui sont plus inhibés. Et ils ont démontré qu'après un suivi de presque 18-19 ans, à 21 ans, les jeunes qui ont été évalués comme extrêmes sur une de ces dimensions, alors soit très désinhibés ou bien très inhibés, étaient également à risque pour une consommation problématique de l'alcool, mais ils étaient à risque pour différentes formes de psychopathologie qui en lien avec leur consommation d'alcool. Alors, on voit que, par exemple, les comportements agressifs, violents et les problèmes de conduite étaient associés avec ce profil de désinhibition ou under-controlled temperament. Et où est la dépression? Par contre, on voit que les jeunes avec le profil d'inhibition étaient plus à risque pour une dépression. L'anxiété était également à haut risque dans ces 2 profils à risque. Alors ça, c'est juste un exemple de la littérature qui existe, qui lie ces profils de personnalité avec des troubles de comportement et qui dit un peu sur les différentes comorbidités qui vont se développer plus tard dans la vie. Je vais reculer ici pour aussi mentionner que ces profils de personnalité ou de tempérament, quand ils sont mesurés dans les jeunes, les enfants plus jeunes, vont aussi informer non seulement les profils de comorbidité, mais informer les choix de drogue. Alors, un jeune ou un adulte qui a un profil de sensibilité à l'anxiété, ils vont apprécier les drogues avec les propriétés anxiolytiques. Et nous avons démontré dans notre recherche que
ce profil-là est associé avec une vulnérabilité spécifique envers les drogues anxiolytiques. Par contre, un profil de la désespoir est plus associé avec un profil de dépendance sur les opiacés. Et vous pouvez imaginer l'impulsivité est associée avec une vulnérabilité envers l'abus ou la dépendance sur les stimulants et la cocaïne. Mais ça informe aussi, et je n'ai pas le temps aujourd'hui d'expliquer toute cette recherche, mais nous avons aussi démontré dans plusieurs études que ces profils de personnalité sont associés avec les différents styles d'apprentissage et les différentes façons de réagir ou bien sensibilité à les différents aspects renforçateurs des drogues d'abus. Alors, quelqu'un qui est plus sensible à l'anxiété, quand il consomme quelque chose comme l'alcool est plutôt acte comme un agent de renforçateur négatif qui est avec beaucoup de puissance. Alors, ça devient plus, je vais utiliser un mot en anglais, but it goes from being a sedative to an anxiolytic and a fear reducer. Mais quelqu'un qui n'a pas ce niveau d'anxiété ne va pas percevoir cet effet de l'alcool. Et vous voyez que votre personnalité dans ce cas peut changer votre vulnérabilité envers une certaine substance. Vous voyez, nous avons aussi démontré que ce profil de la recherche de la sensation forte, utilisant les méthodes neuroimagerie, même les mesures subjectives et physiologiques, on démontre que les gens avec un profil de recherche de sensations fortes sont plus sensibles aux effets stimulants de l'alcool et de drogues d'abus. Et c'est ces gens-là qui deviennent très, très stimulés et engagés quand ils consomment. Et alors, on peut expliquer un peu pourquoi ils consomment, pour les raisons qu'ils consomment. Pour mieux expliquer ces différentes profils de personnalité, on voulait expérimenter avec un petit exercice interactif. Nous avons développé une échelle qui était développée pour être très brève, pour être pertinent pour le contexte clinique, scolaire, pour les différents âges. Alors, c'est validé pour les jeunes de 12 ans jusqu'à n'importe quel âge. Ça existe, ça a été traduit en plusieurs différentes langues, particulièrement pour une population québécoise. Christine, l'idée c'est que sur vos portables, vous pouvez à ce moment compléter la questionnaire. Alors, il faut avancer. Oui, non, pas encore. Il faut compléter la questionnaire. Si vous voulez avoir un peu l'aspect subjectif de compléter ce questionnaire pour voir est-ce que c'est quelque chose qui est faisable dans votre pratique ou bien dans le milieu scolaire, vous allez voir qu'il n'y a aucune question sur votre consommation, il n'y a aucune question sur les problèmes dans la vie. C'est tout simplement, dites-moi un peu de votre style général. Et je vous laisse 2 minutes pour compléter. Et ensuite, on peut faire une évaluation de la personnalité de la salle, si on veut. Oui? Non, vous allez sur ton Il est là? Oui? Alors, ça va vous aider aussi à voir quelle sorte d'items, de questions est-ce qu'on utilise pour mesurer ces profils. Ah, voilà. OK. Alors, on voit qu'il y a une très bonne participation dans la salle. Merci beaucoup. Et je vais vous laisser continuer à compléter le questionnaire.
Et ensuite, Christine va rapidement faire une analyse de nos données dans la salle. Ensuite, nous allons retourner pour vous donner un peu de feedback et pour aussi vous donner un peu de sens, quelle sorte d'élèves ou jeunes est éligible pour les interventions que nous avons développées qui ciblent ces profils de personnalité. Alors, je vais revenir dans quelques minutes avec vos résultats. Mais juste pour continuer, on voit que nous avons des normes qui ont été développées sur des milliers de jeunes et d'adultes. Vous voyez ici que vous avez des normes sur des adolescentes de 15 ans. On peut aussi vous donner des normes sur des adolescents de 12 ans de Montréal. Nous avons des normes pour les étudiantes universitaires. Et aussi, ça ne se voit pas, c'est un peu bizarre, mais nous avons aussi démontré la stratégie que nous utilisons pour sélectionner les jeunes qui sont éligibles pour une intervention sélective. Et ce que vous ne pouvez pas voir ici, habituellement ça c'est en noir, mais on utilise une approche actuarielle et c'est l'approche de sélectionner les jeunes qui sont un écart type en haut de la moyenne de la norme de la population. Alors, c'est soit la norme dans leurs écoles ou bien une norme qui existe la plus proche pour la comparaison. Alors, ils sont beaucoup plus à risque que la population générale. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces interventions? L'intervention est basée sur un modèle théorique qui comprend ces profils de personnalité, ici, d'un aspect cognitif, neurocognitif et motivationnel. Très rapidement, l'impulsivité est compris comme un trouble un information processing style où l'individu a tout simplement la difficulté dans une région du cerveau qui leur permette d'arrêter un comportement. Et nous avons toutes sortes de données qui ont été publiées avec des différents échantillons qui démontrent qu'une tâche aussi simple comme une tâche qui dit quand tu vois un bouton sur un écran ou quand tu vois sur l'écran, pesez sur ce bouton et si vous voyez un autre stimulus, arrêtez de peser sur le bouton. Et cet acte-là est très associé avec ces questions d'impulsivité et va prédire la risque pour l'abus des substances et des troubles de conduite à long terme. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes? J'ai 5 minutes à décrire une intervention brève. Nous avons incorporé toutes les pratiques déjà avec un evidence base. Alors, utilisons les pratiques d'entretien motivationnel, de cognitio-comportemental. Nous les avons intégrées avec toute cette information que nous avons sur le style d'apprentissage de ces différents types de personnalités. Alors, ça veut dire que vous faites une intervention brève, mais qui est qui cible les différentes styles d'apprentissage et aussi les distorsions cognitives spécifiques à chaque profil de personnalité. Et c'est cette spécificité-là qui vous permet de garder l'intervention très brève. C'est une intervention qui peut se faire dans la clinique 1 à 1. C'est une intervention qui aussi peut être offerte dans le milieu scolaire. En groupe, et on trouve que quand c'est offert en groupe, il y a aussi une puissance, une expérience chez les jeunes qui est très importante. Mais c'est aussi une intervention qui peut être envoyée à la maison, par exemple un maire qui est un consommateur,
avec un trouble d'anxiété, vous envoyez un livret à la maison et vous pouvez faire l'intervention sur le téléphone si la mère n'est pas capable de se rendre aux cliniques. Alors, parmi tous ces différents modes d'intervention, nous avons complété toutes sortes d'interventions, études randomisées pour évaluer l'impact de cette intervention sur, premièrement, les comportements de consommation. Ça, c'est un exemple du livret qui est offert dans le milieu scolaire. Alors, il y a un aspect d'auto-évaluation, mais il y a aussi toutes sortes de scénarios qui ont été développés en lien avec les jeunes. Alors, c'est des vrais scénarios qui décrivent un scénario d'impulsivité et comment l'impulsivité d'un jeune va influencer leur comportement. Et il y avait plusieurs, comme j'ai dit, essais randomisés qui démontrent que, je vais juste aller très rapidement ici, qui démontrent que, ça c'est par exemple un de nos études, et je veux juste vous montrer le numéro de personnes qui doivent être impliquées dans une étude de prévention. Et c'est une des raisons pourquoi le evidence-based est tellement difficile. Pour démontrer que vous pouvez prévenir une problématique, il faut intervenir et aussi faire un dépistage avec plusieurs personnes. Et c'est pourquoi nous n'avons pas une grande evidence-based, mais on voit qu'après un dépistage de 5000 élèves, nous arrivons à environ 45% de la population qui nous indique qu'ils sont hauts sur un de ces 4 profils. Et ensuite, dans plusieurs différents pays, nous avons démontré que le milieu scolaire est capable d'offrir une intervention de 2 sessions à tous les jeunes dans une année scolaire qui sont hauts sur un de ces 4 profils. Et si vous les suivez pendant 2 ans, vous pouvez démontrer qu'ils sont moins à risque pour une consommation excessive. Alors, ça, c'est le groupe qui a reçu l'intervention, 6 mois, 12 mois, 18 après l'intervention. Ils sont moins à risque à devenir les consommateurs de cannabis, beaucoup moins à risque, 80% moins à risque à devenir les consommateurs de cocaïne. Je serais perdu sans ta pression de père, without your constant peer pressure, elle dit, en fumant une de ces cigarettes. Qu'est-ce qui se passe avec le reste de la population de jeunes ou bien les pères des jeunes à risque? On démontre aussi que l'intervention sur cette 45% de la population qui sont à risque a un impact sur la consommation d'alcool chez les jeunes qui n'ont même pas reçu l'intervention. Alors, les pères des jeunes à risque. Il y a un effet populationnel ou bien en santé publique, un herd effect. Okay? La population a été immunisée. J'avance très rapidement. Pour les cliniciens, je voulais aussi mentionner que souvent, j'ai cette critique qu'une intervention brève de 2 sessions pourrait peut-être aider les jeunes avec moins de problèmes, mais pour ceux qui ont plus de problèmes, ils ont besoin de beaucoup plus d'intervention et c'est vraiment pas pertinent. Alors, nous avons fait cette analyse et on démontre que, en effet, l'intervention était encore plus efficace pour les jeunes qui étaient les plus affectés ou avaient plus de problèmes à baseline. Alors, ceux avec des troubles de conduite, avec des troubles de TDAH, étaient ceux qui ont vraiment répondu à cette intervention. Et c'est parce que ceux qui ne reçoivent pas l'intervention sont tellement à risque, c'est ça. Ça, c'est les troubles de conduite. Et finalement, nous avons aussi démontré, comme j'ai dit tantôt, nous sommes un des seuls groupes au monde qui ont démontré que vous pouvez prévenir les troubles mentaux chez les jeunes. Et c'est utilisant cette approche brève mais sélective. Et nous avons un impact sur
les symptômes de dépression, mais aussi les cas de dépression. Nous avons réduit les cas de dépression dans la population par 25%, les cas d'anxiété majeure et aussi les troubles de conduite. Qu'est-ce que les jeunes en pensent? Ils adorent l'approche. Alors, on demande à chaque jeune de nous dire une bonne chose, une chose négative concernant ces séances. Ils aiment discuter, ils aiment le format de la groupe aussi. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, cette approche cognitive, cette approche métacognitive de leur aider à être un évaluateur critique de leur pensée, leur style de pensée, était important pour eux. Change that I'm considering, c'est de changer comment je pense. Alors, il y a vraiment un support pour cette approche psychologique et cognitive chez les jeunes à risque. Les conclusions, très, très rapidement, on voit que cette approche cognitive, mais intégrée dans le milieu scolaire ou bien d'autres milieux cliniques, est très efficace pour les jeunes pour prévenir les problèmes dans l'adolescence. Il y a des bénéfices sur les symptômes. Pardon, voilà, le diapo français. Il y a des bénéfices sur la consommation excessive, problématique de l'alcool et chez leurs pairs, sur la consommation de drogue, sur la victimisation et les actes d'agression. Nous avons aussi démontré récemment que toute l'école va rapporter qu'il y a moins de victimisation dans les écoles où ils ont offert ce programme-là. Et l'effet peut être expliqué par l'impact des jeunes impulsifs. Ils nous rapportent qu'ils sont moins à risque à faire des actes agressifs envers leur père. Sur les symptômes de santé mentale, et aussi nous avons démontré que parmi ceux qui ont commencé à consommer, on voit qu'ils ont changé les motifs pour la consommation d'alcool. Alors, ils nous disent qu'ils sont moins intéressés à consommer pour gérer leurs problèmes émotionnels et de comportement. Et c'est parmi cet effet qu'ils ont été assistés à retarder leur consommation ou le réduire. Je finis avec un gros merci à toutes les subventions et les agents de financement.